Joliba Afternoon News. Ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Autorité de protection des données à caractère personnel ADP ce lundi. La pluie fait des dégâts dans certains quartiers de la ville de Bamako. Vous aurez les détails dans ce journal. Aussi, nous parlerons de la prestation de serment du Parlement soudanais au Soudan du Sud. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Si vous nous rejoignez, bienvenue sur Joliba TV News. Le plan d'action du gouvernement de transition a été largement adopté hier par 102 voix pour, 2 contre et 9 abstentions. Ce plan a été validé par les conseillers nationaux du Conseil national de transition après 11 heures de débat au Centre international de conférence de Bamako. Je vous en parlais dans les titres. L'Autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, a ouvert ce lundi sa deuxième session ordinaire. Cette session servira à la structure de faire une rétrospection sur ses précédentes activités et de se pencher sur les futures activités. Aouna Saliakone pour le compte-rendu. Depuis 6 ans, l'Autorité de protection des données à caractère personnel APDP s'est investie, selon son président, dans une approche pédagogique et dissuasive pour le respect des données à caractère personnel. Pour l'autorité, l'heure est maintenant venue pour mettre en pratique les lois. Elle s'assurera que les données personnelles des citoyens maliens et celles des étrangers vivant au Mali soient largement protégées et respectées aussi bien par l'État lui-même que par les administrations publiques ou privées qui peuvent y accéder ou qui demanderaient à y accéder, quelle qu'en soit la raison. Enfin, elle veillera à ce que cette loi protectrice de la dignité humaine soit appliquée dans toute sa rigueur et dans la plénitude de ses dispositions. Le président de l'organe assure qu'ils travailleront à ce que les libertés des citoyens soient respectées et que l'école serve de lieu de vulgarisation du contenu de la loi. La PDP veillera-t-elle scrupuleusement à ce que tout traitement de données garantisse les libertés et les droits fondamentaux des personnes vivant sur le territoire national. Elle œuvrera à travers l'éducation pour tous au numérique, par des campagnes de sensibilisation comme elle l'a toujours fait, afin que la loi en matière de protection des données à caractère personnel soit largement diffusée et facilement accessible aux communs des citoyens. Les résultats des activités de l'intercession de l'APDP sont de bonnes augures, selon le président, vu les changements positifs constatés dans les habitudes des usagers. Nos directions techniques sont parvenues à susciter, au niveau de nombreux usagers, un véritable changement de comportement, se traduisant par la reprise pour certains du processus de régularisation et pour d'autres son entame. Aujourd'hui, l'APDP travaille sur plus de 104 dossiers dont des plaintes pour violation des données à caractère personnel, les données relatives à la gestion du personnel ou à la gestion de la clientèle, le système de vidéosurveillance des lieux de travail et lieux privés. Insécurité au sud et au centre du pays, un jeune de 22 ans a été retrouvé hier décapité dans sa chambre au quartier Badjalan de la ville de Fana. Au même moment, les villages de Songo, Farabougou et Dinagourou restent assiégés par des présumés djihadistes. Dans la nuit du samedi passé, les populations de certains quartiers de Bamako ont été victimes d'inondations. Bilan d'énormes dégâts matériels et un mort selon les riverains. Plus de détails avec Eladj Malik Guité. Les populations de Kalabankoura, Nyamakuru et Daoudabougou ont vécu un calvaire dans la nuit du samedi. Victimes d'une forte inondation, l'eau a causé de nombreux dégâts matériels dans plusieurs familles de ces quartiers. Dans cette famille située à Kalabankoura, les dégâts sont bien visibles après le passage de l'eau. Je ne peux même pas estimer la perte causée par cette inondation. J'avais une dizaine de permis d'occupation des gens. L'eau a tout emporté. Afin de limiter les dégâts, certains éléments de la protection civile ont effectué une descente pour épauler certaines familles. Donc, aussitôt alerté, on s'est attelé sur le lit avec nos moyens pour épuiser au niveau des différentes familles. On est parvenu quand même à épuiser beaucoup d'eau dans plusieurs familles qui étaient inondées. Malgré tout, le pire n'a pas pu être évité à Daoudabougou. Au niveau de Daoudabougou, vers le poste de police, il y a eu un cas de décès là-bas. C'était un jeune de 14 ans qui a été emporté par nous dans une fosse.
Chaque année, ces quartiers cités comme plusieurs autres de la capitale malienne sont victimes d'inondations qui causent d'innombrables dégâts. Et les raisons, selon les riverains, sont très bien connues. Nous demandons aux autorités de curer les caniveaux et de prendre des précautions. Ça se répète chaque année. Les maisons sont construites au bord tous les lits sont occupés. L'eau même ne peut pas passer. C'est à cause de ça qu'il y a tout le temps des inondations. Nous demandons aux autorités de trouver une solution à l'occupation des lits de fleuve. Selon les prévisions de la météo, des fortes pluies sont attendues cette année dans la capitale malienne. Pour le directeur régional de la protection civile du district de Bamako, il faut éviter les zones à risque. L'appel que j'ai lancé à l'endroit des communautés, on a tout le temps dit, ceux qui sont quand même dans le lit des fleuves et marigots, ils doivent quand même déguerpir. Que ce soit au niveau des îlots, c'est la même chose. Nous devons quand même croire aux propos de la météo et puis prendre les dispositions nécessaires. En attendant, les saisons de pluie passent et se ressemblent à Bamako. Visiblement, les autorités maliennes semblent ne pas tirer les enseignements nécessaires des précédentes inondations. Et la population bamakoise devra prendre encore son mal en patience. Minetou Aïdara était propriétaire d'un grand centre de teinture à Maniambougou. Aujourd'hui, avec l'arrivée du bassin riche Getzner sur le marché, cette chef d'entreprise a vu son personnel réduit et son chiffre d'affaires baisser. Adama Sanogo nous plonge dans l'univers de cette brave dame. Ici, en famille, se trouve désormais la petite entreprise de la teinturière Minetou Aïdara. Elle travaille en collaboration avec ses filles, dont l'une est vendeuse de bassins riches, Getzner. Sous cet hangar aménagé en lieu et place d'un grand centre abandonné à Mayambougou, les employés de Minetou Aïdara sont d'arrache-pied pour satisfaire les clients. D'une quinzaine d'employés, seulement 4 travaillent aujourd'hui pour la teinturière. Notre activité ne marche plus à cause de la Covid-19 et l'arrivée du bassin Getzner sur le marché. J'ai formé beaucoup de personnes qui travaillent pour eux-mêmes. J'ai formé premièrement 4 personnes, puis 15. Ils ont tous quitté, sauf 4, parce que ça ne marche pas. L'arrivée du bassin riche Getzner a eu d'impact énorme sur l'activité des teinturiers et sur l'économie malienne, soutient Fatoumata Babi. L'industrialisation de la teinture qui vient d'ailleurs a un fort impact sur les artisans maliens en ce moment. Les bassins teintés se font rares. De ce fait, les vendeurs de teinture ils sont en difficulté, les teinturiers sont en difficulté et l'emploi créé est en phase de disparition. Donc tout ceci impacte sur l'économie du Mali. Le bassin teinté a une durée de vie plus longue. Il est aussi résistant par rapport au Getzner, soutient notre interlocutrice. Déjà, les bassins teintés, ils ont une durée de vie beaucoup plus longue. Les bassins teintés, on peut les laver beaucoup de fois. La qualité, elle est toujours aussi belle. Alors que les Getzner, ça se déchire beaucoup trop vite. Et puis, une fois lavé 2 ou 3 fois, la brillance, elle est partie. La qualité, elle est vraiment moindre comparée aux bassins teintés, où à chaque fois qu'on les lave et que l'amidon est rentré dedans, c'est comme si ça venait d'être teinté encore. Par le passé, cette activité a été un moyen très efficace pour Minetou Aïdara de prendre en charge ses enfants, vu que leur père ne vit plus. Ça lui a permis de financer les études de ses enfants, notamment moi.
Et puis pour l'ouverture d'un salon de couture pour ma grande sœur. Elle a également participé à ça. Et puis même pour le quotidien, pour à peu près tout. Le métier des teintures n'est pas sans conséquence sur la santé de ceux qui le pratiquent. Minetou Aïdara dit avoir une solution. C'est pour ça que bien avant la Covid-19, mes employés portaient le masque et après le boulot, ils boivent du lait. Face à cette situation, pour survivre, beaucoup de teinturiers se sont déjà reconvertis dans d'autres domaines d'activité. La teinture essaie de résister comme elle peut. Le syndicat national de l'enseignement supérieur SNSUP envisage une grève de 3 jours à partir de ce mardi. Selon les responsables, sur les 5 points de revendication, les autorités n'ont satisfait qu'une seule doléance. À présent, voyons l'image du jour qui nous conduit à la découverte du diamant Hope. Le Hope, du nom de la famille qui en fut propriétaire à partir de 1824, est un diamant retaillé à partir du bleu de France, un diamant bleu de la couronne de 45,52 carats volé en 1792. Il provient des Indes et a la réputation d'être un diamant maudit puisque certains de ses propriétaires successifs auraient connu une fin trouble, voire tragique. Le Hope a connu plusieurs périodes, notamment la période française où il a été rapporté par le voyageur Jean-Baptiste Tavernier qui le vend à Louis XIV. Vers 1824, la pierre qui a déjà été retaillée par le marchand et wrestler Daniel Eliasson est vendue à Thomas Hope, banquier à Londres, membre d'une riche lignée possédant la banque Hope & Co. En 1949, il devient la propriété du joaillier américain Harry Winston, qui en fait don au Smithsonian Institute de Washington en 1958. Restant le plus gros diamant bleu jamais découvert à ce jour, le diamant est toujours visible dans la célèbre institution, où il bénéficie d'une pièce réservée. Le diamant Hope, dont la valeur était estimée à 250 millions de dollars en 2009, est le deuxième objet d'art le plus admiré dans le monde avec 6 millions de visiteurs annuels. Ainsi, il se classe après la Joconde au Louvre avec 8 millions de visiteurs annuels. L'actualité internationale avec Fanta Diarra. I swear by Almighty God and allegiance to the Republic. Au Soudan du Sud, les députés du Parlement national nouvellement créé ont prêté serment, une condition attendue depuis longtemps d'un accord de paix fragile qui a mis fin à la guerre civile dans le jeune pays. Au total, 588 députés, un mélange de délégués du parti au pouvoir et d'anciennes factions qui ont signé la trêve, ont prêté serment lors d'une cérémonie à Djouba présidée par le juge en chef. Le navire de sauvetage de l'ONG allemande Sea-Watch est de retour en mer pour secourir 263 migrants. Le navire humanitaire était l'un des 2 navires de sauvetage qui ont tiré 394 migrants d'un bateau en bois dangereusement surpeuplé en Méditerranée dans la nuit du dimanche 1er août au cours d'une opération d'environ 6 heures. Dimanche après-midi, les membres d'équipage de Sea-Watch ont ensuite secouru 27 autres migrants, dont 3 bébés, d'un bateau en détresse au large de la Libye. Un témoin a déclaré que le bateau était parti de Sabrata, en Libye, et que des migrants venaient du Cameroun, de Guinée, du Sénégal, du Mali, de Gambie, du Nigeria, du Soudan et de la Sierra Leone. Lundi matin, des membres d'équipage ont secouru 12 autres migrants des bateaux en détresse. Le chef de mission du navire de sauvetage de l'ONG allemande Sea-Watch 3 a déclaré qu'il cherchait de toute urgence un port sûr. Beaucoup d'entre eux
sont très épuisés, ont des brûlures d'essence, ont le mal de mer, sont déshydratés et bon nombre d'entre eux souffrent de maladies cliniques, a déclaré Anne Decker à bord du navire. Des tests massifs et des confinements au niveau communautaire dans plusieurs villes ont eu lieu en Chine, alors que 90 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés sur le continent selon la Commission nationale de la santé. Au total, 45 patients locaux présentant des symptômes ont été signalés dans la province orientale de Jiangsu, a annoncé le gouvernement provincial. L'épidémie aurait commencé dans la capitale provinciale de Nanjing, la variante Delta étant probablement introduite sur un vol en provenance de Russie, ont déclaré des responsables. Depuis lors, de nombreuses villes du sud de la Chine et quelques-unes du nord, dont Pékin, ont signalé des infections, mais il n'était pas immédiatement clair si tous ces cas étaient de la variante Delta. Cette variante pose de nouveaux risques pour la deuxième économie mondiale car elle se propage de la côte aux villes de l'intérieur. Les autorités de nombreuses villes ont lancé des tests de masse pour identifier et isoler les porteurs. À l'aide de seaux d'eau et de bouteilles d'eau, des villageois désespérés de Marmari en Turquie sont intervenus pour aider à contenir les incendies qui faisaient rage autour d'eux, montant et descendant les collines en transportant de l'eau pour éteindre les braises. Les habitants sont en colère qu'il n'y ait pas eu assez d'hélicoptères et d'avions utilisés pour contenir les incendies qui brûlent depuis mercredi 28 juillet. Des avions, des hélicoptères et des habitants avec des seaux d'eau luttent contre les incendies des forêts qui font rage près des stations balnéaires du sud de la Turquie, frappées par la sécheresse, tandis que le gouvernement fait face à de nouvelles critiques sur sa gestion de la catastrophe. Les pompiers ont pris le contrôle de 125 des 132 incendies avec 16 avions et 51 hélicoptères luttant contre les incendies depuis les airs dans une opération impliquant également quelques 850 véhicules de lutte contre l'incendie et plus de 5000 personnes, a déclaré le ministre des Forêts, Bekir Pakdemirli. Le président Ashraf Ghani a imputé la détérioration rapide de la situation sécuritaire en Afghanistan à une décision soudaine des États-Unis de retirer leurs troupes, mais a déclaré que son gouvernement avait l'intention de maîtriser les conditions dans les 6 mois. Les insurgés talibans se sont installés dans 3 capitales provinciales ces derniers jours dans un contexte de progrès rapide à l'échelle nationale depuis que Washington a annoncé qu'il prévoyait un retrait complet des troupes d'ici septembre. Les pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les négociateurs talibans ont commencé l'année dernière dans la capitale qatari de Doha, mais n'ont fait aucun progrès substantiel. Les deux parties se sont toutefois engagés à accélérer les pourparlers lors d'une récente réunion à Doha entre une délégation politique afghane de haut niveau et les talibans. Fidèles téléspectateurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation ainsi qu'à celle de la rédaction. À très bientôt sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.